Alors, on s'est arrêté la dernière fois au régulateur. On avait dit que c'était dans la chaîne d'alimentation, c'est le dernier bloc à, à mettre en fait. Ok. Donc, les différents régulateurs qui existent, je vais essayer d'en citer quelques-uns, à savoir les rites. Les rites, en fait, ce n'est autre qu'un régulateur intégré de tension. Ok. Alors, ils sont notés 78 avec deux autres chiffres, XX, ou 79, deux autres chiffres, XX. Alors, ces deux X ne sont autres que la valeur de la tension de sortie du régulateur. 78, pardon, pour vous dire que la tension délivrée est positive. Pour 79, elle est négative, tout simplement. Donc, si on regarde un régulateur de près, vous allez voir qu'il a trois pattes. Il y a une entrée, une sortie et la troisième qui va aller vers la masse. Donc, ce n'est autre qu'un circuit intégré. OK? On passe donc aux différents types d'applications. Alors ici, ça dépend de ce qu'on veut faire avec le régulateur. Parfois, on veut avoir une tension variable. Et dans d'autres cas, on veut avoir un courant variable. OK? Je suis en train de vous montrer les deux diapos en question. Bon, le premier cas, vous voyez, si on regarde de près, vous avez l'entrée du régulateur et sa sortie qui va aller vers la charge. En plaçant ces deux résistances, R1 et R2, vous allez voir que la tension, en fait, ne dépend que de la tension de sortie du régulateur. Qui peut m'expliquer comment est-ce que cette tension ne peut pas varier, elle est uniquement fixe et elle est en fonction de celle-ci. Attendez, si je peux noter ici. Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que la tension au bord de la résistance de charge reste constante? Allez. Personne ne sait encore? Ok, on suppose que la tension ici, au bord de la masse et de la sortie du régulateur, on va la noter VR. D'accord? VR ici, on va le retrouver au bord de R1, n'est-ce pas? Si je note cette tension de sortie VS, vous allez voir qu'elle va dépendre uniquement de la sortie qui est stabilisée du régulateur et de la tension au bord de R2. R2 étant un élément constant, R1 également. Ce courant-là de sortie, il est négligeable, on peut dire qu'il est pratiquement inexistant. Okay, il est très négligeable devant le type de courant qu'on utilise. Du coup, on va se retrouver avec une tension ici, toujours constante. Voilà. Elle est de la forme VS où US est égal à U du régulateur, c'est-à-dire la tension entre la masse et la sortie du régulateur ici, fois le diviseur de tension, enfin inversé, c'est R1 plus R2 sur R1. D'accord? Donc R1 et R2 étant fixés au préalable, vous allez avoir toujours votre tension constante, quelle que soit la charge que vous avez en sortie. C'est pour vous dire que la tension ne va pas dépendre de la charge, elle est tout le temps fixée à la tension que vous aurez choisie selon le régulateur. Est-ce qu'il y a des questions? نعم لو كورون اي كيو هذاك يدخل في الار 2 ياك هكا يقدر يدخل في R1 ou في R2. Mais il est tellement négligeable. En fait, pour être franche, j'ai vu des documents qui disaient qu'ils sont incapables de donner une valeur de ce courant. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas vraiment quelle est la valeur de ce courant. Elle est estimée, mais on ne la connaît pas vraiment.
D'accord? Mais comme elle est faible par rapport au type de courant qu'on utilise dans les alimentations, elle est souvent négligée, pour dire qu'elle est toujours négligée. OK? Donc, il y a on fait la liaison, on relie cette sortie à ce point-là, mais en fait, c'est comme si c'est ouvert, le courant est carrément nul. OK? C'est pour ça qu'on s'est permis d'utiliser le diviseur de tension ici. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Donc ça, c'est pour l'utilisation du régulateur en mode, si vous voulez, tension variable. D'accord? Donc on peut rajouter des éléments et fixer plutôt et faire de sorte que cette tension soit variable. Comment je vais la faire varier? Tout simplement en ajoutant ici, au lieu d'une résistance, je vais mettre un potentiomètre. D'accord? Donc en utilisant un potentiomètre, je peux jouer sur cette valeur et du coup, je ferai varier la tension de sortie avec les paramètres que j'ai. Je peux utiliser et R1 et R2 comme étant de tension variable. Et c'est ce que vous trouvez en sortie de vos alimentations. Si vous vous rappelez, vous pouvez changer donc la tension de sortie en tournant un bouton. Et ce bouton n'est autre qu'un potentiomètre, une résistance variable. D'accord? Donc en la faisant varier, je fais varier la valeur de cette tension-là. J'espère que j'ai été claire. Il y a d'autres façons aussi de relier le régulateur. Donc ici, on a parlé donc, pour une tension réglable, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, j'ai mis un potentiomètre à la place de R2. Et dans le deuxième cas, ici à droite, ici, je suis en train de faire varier le courant. Qu'est-ce qu'on a changé? Tout à l'heure, la charge était ici, entre le point 2 et la masse. D'accord? Si je veux utiliser une variation de courant et non pas une variation de tension, je mettrai la charge ici en série avec R1. D'accord? La charge sera là. Et le courant qui va la traverser, je peux le changer. Vous allez me dire comment? Comment est-il possible de changer? Allez, s'il vous plaît, faites un effort. Tout à l'heure, j'ai dit que la tension de sortie, puisqu'il y a un diviseur de tension que je peux utiliser, ok? J'ai pu réaliser une tension de sortie variable grâce à ce potentiomètre. Maintenant, grâce à ce type de montage, je veux faire varier le courant. Comment peut-on le faire? Allez, c'est pas sorcier. Ce courant m'avait dit qu'il était négligeable. C'est pas le régulateur, madame. C'est pas le régulateur. Le régulateur, sa fonction, il y a toujours une tension fixe entre le point 2 et 3. C'est tout ce qu'il peut te donner. D'accord? Pardon, tout ce qu'il peut vous donner. Donc, entre le 2 et le 3, il y a toujours une tension fixe. Maintenant, selon l'utilisation, on peut avoir une alimentation stabilisée, mais en même temps, je veux faire varier la tension ou peut-être le courant. Et donc, je peux rajouter des éléments externes par rapport au régulateur. Dans le premier cas, j'ai expliqué que je peux utiliser ce type de montage pour faire varier la tension. Et dans le deuxième cas, je peux varier le courant. Donc, d'après ce que vous me dites, cette tension, elle est toujours fixe. Maintenant, comment à partir de cette tension fixe, j'arrive à trouver un courant variable? C'est ça ma question. C'est une résistance. Comment? La variation de la résistance, madame. On- والله حبينا نامبليفيو لو كورون non, on veut faire varier le courant
Comme on veut. نقصوا la valeur تاع les résistances. ماشي تنقص. C'est-à-dire vous mettrez ici un potentiomètre. Madame, sur la résistance varie. هذه tout simplement. La charge, je ne peux pas la toucher parce que la charge va dépendre de ce que je vais mettre au bord de l'alimentation. D'accord? هذه, je ne peux pas la toucher parce que c'est l'utilisateur qui va ramener n'importe quelle charge. Par contre, ici, R1, je peux la faire varier. Donc, si je la remplace par un potentiomètre, qu'est-ce qu'on va avoir? Un courant ici, I, d'accord, qui n'est égal qu'à VR, en supposant que VR est la tension ou la V-régulation, ici, divisé par R1. Les deux paramètres sont fixes. Donc, I va être fixe. Il va traverser la charge. Est-ce que vous me suivez? Donc, le seul paramètre que je peux changer pour faire varier le courant, c'est R1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer R1 par un potentiomètre. Chaque fois, on varie avec l'arrêt, varie la tension, varie le courant. Tout simplement. Et c'est ce qu'on fait quand on utilise des alimentations. Vous avez deux potentiomètres que vous faites bouger pour choisir la tension et le courant que vous voulez appliquer à vos maquettes ou à votre réalisation. D'accord? C'est ce type de montage qu'on retrouve, soit pour faire varier la tension, soit pour faire varier le courant. Avez-vous d'autres questions? Normalement, c'est clair. Hein? Bon, là, je vous montre un schéma complet de l'alimentation. Donc, on avait vu tous les blocs un par un. Donc, je reviens à l'étage abaisseur, d'accord, constitué d'un transformateur. Il ne faudrait pas oublier d'utiliser un fusible, bien entendu, entre le secteur et le transformateur. OK? Donc, après, vous avez votre étage redresseur. Là, en l'occurrence, on a choisi un double alternance. Vous avez la capacité de lissage. C2 et C3, on en a parlé. On avait dit qu'il faut mettre des antiparasites et des stabilisateurs pour le régulateur à l'entrée et à la sortie. Toujours, pour mettre un régulateur, on met toujours une capacité antiparasite à l'entrée, une capacité de stabilisation du signal à la sortie. OK? On a parlé également de la diode anti-retour. On avait dit que si jamais il y a un problème à la sortie, il y aurait peut-être un retour de courant. Au lieu qu'il revienne vers l'entrée 2 et donc endommager le régulateur, on va mettre une diode passante dans ce sens. Donc, le courant récupéré sera traité par le régulateur comme s'il venait de l'entrée. OK? Voilà, donc ça, c'est en gros. Et là, je donne une estimation à peu près des valeurs des composants qu'on a utilisés pour avoir une alimentation de 5 volts. Donc là, vous la voyez dans le titre. C'est un exemple d'alimentation pour 5 volts. OK? Selon les calculs qui ont été faits, donc on a trouvé que C1, c'est-à-dire la capacité pour le filtrage, on a trouvé 2200 microfarad, 16 volts. OK? Pour les parasites, c'est toujours recommandé d'utiliser ici, toujours c'est les mêmes valeurs qu'on retrouve, quel que soit le type de régulateur, d'utiliser 220 nanofarad type de condensateur, c'est un film en plastique. Et pour ce qui est du stabilisateur, on utilise toujours des petites valeurs de 10 microfarad en tantal, de préférence. C'est ce qu'on utilise pour la stabilisation. Et le transformateur, quand on avait calculé, on avait trouvé que pour avoir 5 volts, il fallait mieux utiliser un transformateur de 9 volts. OK? Pour les diodes Zener, vous pouvez utiliser, il y a plusieurs types de diodes de redressement. J'ai pris par exemple les 4004, mais sinon il y en a pas mal d'autres diodes. Pour le régulateur ici, on a pris un LM7805.
S'il y a 78, oui, Madame, oui, comment on choisit la diode? la Les types diode, de diode. Monsieur les types, le nom. Ouais. c'est des diodes de redressement. Il n'y a pas un autre nom. Qui matériel une diode Zener? Qui est le diode Zener. Pour une diode de redressement, c'est les diodes de redressement. C'est tout ce qui est un N et des chiffres derrière. OK? Ok, c'est bon. Pour le régulateur, là, on a choisi un 78,05. Donc, comme je disais au début du cours, 78 voulait dire que la tension est positive. 79, la tension, 79, voilà, la tension, elle est négative. Pour 0,5, ça veut dire que ce régulateur nous donne 5 volts. Est-ce que c'est clair? Avez-vous d'autres questions? Pas de questions? Non. Ok. Alors, essayez de vous rappeler de ce schéma, quoique je vous ai donné les documents. Je vais vous donner un petit exercice à faire. C'est de faire le même schéma, mais si la tension est négative. Est-ce que vous entendez, Camille? Madame, Non, je l'attention, les collègues. je peux donner mon idée. La sortie, c'est-à-dire, là, nous, on a réalisé maintenant, là, ce que vous voyez, c'est la réalisation d'une alimentation à partir du secteur pour avoir en sortie ici une tension de 5 volts positive. Moi, je vous demande... Le schéma, pour avoir une tension moins 5. Voilà, qu'est-ce que j'aurais changé et est-ce qu'il y aurait des choses à changer? Les valeurs, elles ne vont pas changer parce que la valeur absolue, on a toujours 5. Échange les régulateur, le 79. Pas que. Madame, redressement. Régulateur, le 79. Là, je ne vous demande pas de me répondre maintenant. C'est un travail. Quand je vous ai demandé les semi-conducteurs, il n'y a pas que le régulateur. Je suis d'accord, mais comme le régulateur doit être changé. D'accord? Il n'y a pas que ça. Non? Redressement, madame. Quel est le redressement? Parce qu'on a un coup de fois. Eh bien, faites le dessin, envoyez-le-moi sur la boîte et on fera la correction. Qui m'a donné le semi-conducteur? Bon, il y en a certains qui ont joué le jeu et m'ont envoyé leur devoir. Je les remercie d'ailleurs. Et je vous demande la même chose. Donc, vous me faites le schéma et je vous le dis encore une fois, il n'y a pas que le régulateur qu'on doit changer. D'accord? Réfléchissez bien et vous me faites un schéma de ce que je dois changer pour avoir moins 5 volts en sortie. Donc, je rappelle que les valeurs absolues des condensateurs et des diodes, etc., ne va pas changer. OK? Tout le monde a compris, j'espère. Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer le document dès que possible. Alors, maintenant, il y a quelque chose de plus, comment je dirais, il y a plus simple que cela. C'est l'alimentation à découpage ou à hacheur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hacheur? En fait, c'est un appareil ou un circuit qui va vous permettre de, si vous voulez, de numériser, d'accord, votre signal. Donc, je m'explique. Vous avez un signal de ce type, d'accord, continu, mais avec des fluctuations. Au passage du hacheur, vous avez comme une sorte de minuteur. Il remettra à 0. Il remettra après à 1. Donc, il sélectionne une partie, il va être à 0. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de hachurer, donc découper ce signal. Dans ce module, on va utiliser les composants, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail,
Mais je vais essayer de vous expliquer c'est-à-dire brièvement. Et peut-être quand vous allez avancer l'échantillonnage, vous comprendrez le rôle du hacheur. Donc ce que je disais, c'est que le hacheur ici va vous transformer votre signal analogique en un signal presque numérique. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme s'il a un interrupteur ouvert, fermé. Donc il va ouvrir pendant un moment, il va laisser passer le signal, après il va fermer. Il va laisser passer après une partie, il va fermer. Donc le temps de l'échantillonnage, comme vous avez dû le voir, je peux le régler. Il est réglable, le hacheur. Voilà. Donc ce temps, je peux le contrôler. Ne regardez pas ce schéma, c'est un temps moyen qu'on a choisi, mais on aurait pu choisir des temps plus fins ou plus larges. Ok? Donc, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à avoir un signal qui va osciller entre un 0 et une valeur moyenne discrète. Cette valeur moyenne va être assimilée à un logique. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui dépasse par exemple 4 volts, on va dire voilà, c'est un 1 logique, c'est la moyenne. Donc si je regarde de près, ce hacheur en sortie, il me donne soit des 0, soit des 1. Madame, هذاك هذيك ريغولاسيون اوسيلاتور هو اللي يريغلي لنا هذاك لو تي Oui, là اللي تريغلي لو temps. باش يخدم هذاك لو تي هذا باش يخدم لك هذا. هذا c'est la régulation, c'est pareil, c'est une boucle de retour. Ok, كيما شفنا في la régulation, c'est une boucle de retour, oui. مادام هذاك لو تي هذاك اللي يخدم به لاشير هذاك تما داخل الريغولاتور حنا نريغليوه اشاك فوا يمد ريغولاتور لوردر لاشير هذاك باش يكوبي اشاك فوا دو تي هذاك. Et là, vous allez changer donc la qualité de votre signal en même temps. Et en même temps, il est en train de réguler. Ça veut dire il achève la tension habtat, il va envoyer un signal au hacheur, باش يطلع encore la tension هذيك, de sorte à ce qu'elle reste toujours fixe. La boucle تخدم مادام بين C'est toujours de l'asservissement. D'accord? C'est comme si il joue le rôle d'un gendarme. Dès que ça ne va pas en sortie, il donne un ordre à l'entrée pour qu'elle change les données et arranger à chaque fois, de sorte à ce que le signal en sortie toujours à la même valeur. D'accord? S'il y a des perturbations ici en sortie, le régulateur va le rappeler au hacheur et il va encore augmenter ou diminuer la tension de sorte à ce qu'elle soit toujours fixée à une valeur préalablement fixée. Est-ce que vous me tenez? Merci. D'ailleurs, le terme de régulation d'oscillateur, c'est la modulation de la largeur d'impulsion. Quelle impulsion? Hadia. D'accord? Donc, je vais moduler. Moduler, ça veut dire je change. Soit j'élargis, soit je rétrécis. Le fait d'élargir et de rétrécir cette impulsion aura une répercussion sur la qualité de votre signal. D'accord? Donc, il y a un réglage à faire pour avoir un signal aussi continu. Si vous voulez, c'est l'équivalent d'un régulateur, mais là, ça se fait de façon numérique. Ok? On passe du signal analogique qu'on récupère à la sortie du condensateur. Et au lieu de faire rentrer le régulateur, je vais utiliser un hacheur. Beaucoup utilisent le hacheur dans les alimentations. D'accord? En tout cas, les alimentations récentes utilisent beaucoup le hacheur. Avez-vous des questions? Non? مادام لي ليساج هذاك راح يصرى من راح يصرى اللي داروا لاشير هكذا هذا نو اللي la sortie. هذا le lissage de hacheur, ça n'a rien à voir avec le condensateur. Le condensateur de filtrage, il est là. Avec sa sortie, c'est ce signal-là. À la sortie du condensateur, on a un signal quasi continu, mais avec des petites fluctuations. D'accord? L'alimentation à découpage, enfin, la partie, la PW
WM, fait tout ça. Il y a la partie lissage et vous avez la partie de modulation de l'impulsion. Donc, on transforme le signal analogique en un signal quasi numérique. Et si vous voyez ici, je prends la moyenne et je lisse. C'est ce que fait ce bloc de lissage. Au lieu de traiter le signal de façon continue, il va traiter le signal segment par segment. Voilà, c'est ça le terme que je... La tension ici, il va prendre la moyenne. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas une numérisation totale. Il y a un peu de numérisation, mais la valeur maximum, on va prendre toujours la valeur moyenne du minimum et du maximum. Faire de la partie 1. Il y a un minimum, il y a un maximum, je prends la moyenne. Et je lisse. Donc le traitement ici de lissage, le second lissage, va se faire par segment, c'est tout. Au lieu que l'information arrive de façon continue. Est-ce que c'est clair? Je crois que ça reste un peu flou là. Oui, madame, merci. خرجنا لا موين مدام. هذا ما كان mais le maximum تاع هذا le zéro il n'est pas traité. Donc le lissage ici, voilà, il prend le signal par segment, il le traite, tout simplement. Alors, donc vous comprenez très bien que ce HA va travailler en commutation, ça veut dire il laisse passer les segments les uns après les autres. Et le rendement de ce type d'alimentation, bizarrement, est très bon. Hein. Il est supérieur à 75%, si je le compare avec des alimentations avec des régulateurs. Donc, d'où l'utilisation récente de ce type j'allais dire, de régulation, oui. OK? Donc, dans le schéma ici, je vous montre un petit peu en détail ce qui se fait. Hein. C'est juste ce que je disais. Donc, à l'entrée du hacheur, vous avez la sortie, tu as le condensateur. Je sais que je me fais répéter, mais juste pour que vous compreniez. Et donc, le hacheur, travaillant en commutation, va sélectionner des segments. D'accord? Le lissage va faire de sorte à choisir la moyenne de chaque segment, c'est tout. Ça se fait de façon numérique au lieu que ce soit un composant analogique. Je crois que je me suis trompée dans les documents. Je crois que je vous ai envoyé, vous, par contre, un tableau où je fais une étude comparative entre les avantages et les précautions à prendre entre les deux types de hacheurs. Oui. Alors, je vous plais une question, allez. Bien sûr, allez-y. Alors, قلت لنا باللي في لا سورتي دو هاشور هذاك ليساج ولا شنو هذاك يدير لا موين تاع السينيال اللي راهو اونتر لي دو اكستريميتي هذا تاع لي سيغمون كون اشوري لا موين هذيك يديرها اونتر لي دو بوين ديكستريميتي ولا يدير كاع لي بوين تاع لو سينيال. Pour chaque segment, il prend sa moyenne. La moyenne de tous les points du signal, ماشي غير les deux extrémités تاعو. لا كامل. Ok, madame. D'accord. Merci. Comme c'est des... Je vais vous expliquer pourquoi ça vous paraît un peu bizarre. Pourquoi on a segmenté, vous allez me dire pourquoi on a segmenté pour après lisser. En fait, on a utilisé le hacheur, il est composé de portes logiques. La porte logique, un signal continu. La porte logique, soit 0, soit 1. D'accord? Donc, pour parler la langue des portes logiques, on était obligé de faire ce type d'échantillonnage, de segmentation du signal. Tout simple, c'est tout. Après, les portes, elles vont travailler en logique, dialogue. Donc, si c'est des 5 volts, 5 volts ici. Si c'est du 12, la moyenne ici c'est 12, le 1 est 12. Ok, c'est juste une façon numérique de traiter le signal.
j'essaie de chercher le tableau. Vous allez m'excuser juste un moment parce que je crois que je me suis trompée. Comment on appelle ça? C'est le document, je me suis trompée. Il y a un tableau que je voulais vous montrer et que je ne retrouve pas. Donc, soyez patient un moment, le temps de trouver le tableau. C'est un tableau comparatif entre les deux types d'alimentation. Non, je ne le retrouve pas. Mais vous l'avez normalement. Dans le document que je vous ai envoyé, est-ce que vous voyez un tableau comparatif? Oui. C'est vrai que même pour l'envoi, je me suis trompée alors. Alors je vais noter pour que je vous l'envoie. C'est un tableau récapitulatif. Je vais noter, comme ça je vais vous l'envoyer. Bon, je vais vous en parler brièvement. Si je compare les rendements, il faut savoir que le rendement des alimentations où on utilise le régulateur, ils sont à 50%. Qu'est-ce que c'est qu'un rendement? Hein? C'est quoi un rendement? Madame, tu parles de rendement de puissance ou bien? Un rendement d'une alimentation. Quel est le rendement d'une alimentation? L'alimentation utilisée sur l'alimentation fournie. L'alimentation utilisée Sur l'alimentation fournie, n'est-ce pas? c'est-à-dire la puissance reçue ou la délivrée sur la puissance utilisée. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. Le rapport de la sortie sur la meilleure alimentation supérieure. Oui, parce que le but, c'est d'utiliser peu de... À chaque fois que la tension d'entrée est petite, le rendement est grand. Plus la sortie est supérieure à l'entrée, votre camarade Ali, vous nous dites les évaluations des pertes à la sortie plus élevées et meilleure est l'alimentation. Exactement. Donc, c'est en termes j'allais dire, de voracité en énergie. Si j'utilise beaucoup d'énergie à l'entrée pour avoir qu'une petite énergie, j'en perds beaucoup. Voilà, le rendement est faible. Alors que si j'en perds moins, bien entendu, le rendement est supérieur. Le rendement est faible. Et comme j'utilise des portes logiques, et c'est logique, donc j'en consomme moins. Est-ce que vous me suivez? Je consomme moins pour délivrer les 5 volts. Or, le régulateur, il consomme plus qu'un hacheur. C'est pour ça qu'on va vous dire que le rendement en utilisant un hacheur est meilleur qu'en utilisant le régulateur. Le hacheur, on a eu un rendement de 75%, alors que pour le régulateur, on en a 50%. OK? Pour ce qui est de l'encombrement, le hacheur est moins encombrant. Ça, c'est clair. C'est un tout petit circuit. Et pour ce qui est du régulateur, vous allez me dire oui, mais même le régulateur est tout petit, il a la taille d'un régulateur, il a la taille d'un transistor de puissance. Hein.
à cause de la puissance qui est dissipée sous forme de chaleur. C'est-à-dire que on a besoin d'utiliser avec le régulateur des refroidisseurs. D'accord? Et les refroidisseurs, c'est des plaques métalliques qui sont encombrantes. Donc, si je veux réduire la taille de l'alimentation, régulateur. Donc, le deuxième. Quand on utilise le hacheur, il y a beaucoup de réglages. Et comme là, on est en train de mélanger de l'analogique avec du numérique, c'est vrai qu'en termes de tension et de courant, c'est plus que ça. D'accord. Donc, vous voyez que chacun présente des intérêts, mais en même temps, il y a quelques problèmes. Par contre, l'alimentation, quand on utilise le régulateur, on peut l'utiliser en élévateur. Jusque-là, on a parlé du transformateur juste pour abaisser la tension. On a toujours 220 pour aller vers le 9, pour aller vers le 12, 18, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des transformateurs élévateurs. Bon, nous, en électronique, on les utilise pas, mais ça existe. Et du coup, pour les régulateurs, c'est possible d'utiliser, mais pas pour le hacheur. J'espère que tout le monde a suivi. En tout cas, quand je vais vous envoyer le document, j'essaierai de rajouter un paragraphe pour vous expliquer un petit peu la différence. Madame, علاش pour le hacheur ما نقدروش نديرو élévateur de tension? Parce que vous avez des portes logiques et à partir de certaines tensions, les portes logiques au maximum, je crois que pour ne pas dire, je ne veux pas dire. La tension Mais plus de 30 volts, je crois que vous pouvez pas. 30, là, je crois que j'exagère, mais entre 18 et 30. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que pas plus de 30 volts. Vous voyez? الهاشر نورمالمون واش نمدو له لا طونسيون يكوبي دونك يخدم بالسينيال تاع لونطري هذاك اللي نعطوه له نيسبا. Oui, mais هو كي كوبي عنده, on va le voir, il y a un chapitre, on va voir la logique. Qu'est-ce que c'est que le 0 et qu'est-ce que c'est que le 1? On va toujours 0 c'est 0, enfin 0 volts c'est 0 et 5 volts c'est 1. Par exemple. Alors que non, vous avez une gamme de tensions qui sont considérées comme un 1 logique et une autre gamme de tensions qui sont considérées comme 0 logique et vous avez au milieu une gamme qui est indéfinie. Vous voyez, il 1 ou 0, mais en fait, ça ne correspond pas à la réponse. On va le voir, c'est le dernier chapitre qu'on devrait traiter dans ce module. D'accord? Donc, Matrouche, parce que c'est soit 1 ou 0, non, mais c'est une gamme de tensions qu'il traite. On la symbolise juste par un 1 ou un 0. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai envie de vous expliquer. Lénégri qui me dit que la porte logique ne supporte pas. Oui. C'est quoi une porte logique? C'est un ensemble de transistors, d'amplis. D'accord? Donc, au-delà de 18 volts, je pense que ça ne passera pas pour l'alimentation. Avez-vous des questions? Pas d'autres questions? Eh bien, du coup, on a fini avec ce chapitre. Et on va démarrer un nouveau chapitre. Très intéressant. Tout mal la section A ou la B, pour me rappeler? section A. Ah oui, donc vous, je ne vous reverrai pas pour le deuxième semestre. Parce que vous aurez à traiter des composants optoélectroniques. D'accord? Et c'est le sujet du deuxième chapitre qu'on va démarrer tout de suite. On va laisser juste le temps de partager le document. Est-ce que vous voyez le document? Oui, madame. Oui, madame. Donc, alors là, on va juste parler de façon générale des différents composants qu'on utilise en optoélectronique. Au second semestre, vous allez, normalement avec Madame Ababou, traiter de comment utiliser ces capteurs optoélectroniques, que ce soit des capteurs ou des émetteurs. On va les voir. De toute façon, je vais vous les énumérer. Alors,
qu'est-ce que c'est que l'optoélectronique. Donc, comme son nom l'indique, vous avez deux termes. Vous avez opto, qui a un rapport avec l'optique, tout ce qui est lumière. Électronique, bien entendu, c'est votre spécialité. Donc, en optique, il y a ce qu'on appelle la photométrie. Jusque-là, peut-être vous avez l'habitude d'utiliser certaines unités comme le mètre, le champ électrique. Quelle est la valeur du champ électrique, par exemple? Quelle est l'unité? Le volt, le champ électrique. Oui, c'est des volts. Volt par mètre, non? Volts par mètre, oui, exactement. Donc, il y a la puissance. Quelle est l'unité de la puissance? C'est les watts. D'accord? Ce qui est nouveau en optoélectronique, c'est que vous allez passer à ce qu'on appelle la photométrie. Sachez que toutes les unités que vous connaissez déjà, on les appelle des unités radiométriques. D'accord? Donc, vous avez par exemple le mètre, le watt, le volt, l'ampère, d'accord? Tout ça, on les appelle des unités radiométriques. Vous voyez ce que je suis en train d'écrire? Oui, madame. Ça. Donc, c'est des unités radiométriques. Maintenant, on va parler d'autres unités. On va parler des unités photométriques. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces unités photométriques. Avez-vous déjà entendu parler du lux? Une unité, le lux? Non? Et bien d'autres, on va les voir après. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est juste que vous aurez à traiter de certaines unités, peut-être qui sont nouvelles. Mais ça n'enlève en rien à l'utilisation de l'unité radiométrique parce qu'il y a un rapport entre les deux. On peut basculer, par exemple, qu'est-ce que je voulais vous dire, par exemple, si vous avez une puissance radiométrique en watts, par exemple, la puissance, une puissance en termes radiométriques, elle sera notée en watts. Ok? Une puissance lumineuse, son unité sera le lumen. Ok? Lumen. Bon, c'est par mètre, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire. Mais sachez que pour passer de l'un à l'autre, il y a un petit rapport. Je suis en train de m'avancer, vous perdre. Bon, on revient tout simplement à la photométrie. C'est pour ça que je vous ai donné quelques notions de la photométrie, pour vous dire que c'est une science qui étudie le rayonnement lumineux. Mais vous allez me dire, quel est l'étalonnage? Vous savez très bien que pour avoir 1 kilogramme, on a étalonné quelque chose pour avoir le poids d'1 kilogramme. Alors, pour la photométrie, on a étalonné tous les paramètres en fonction de la perception de l'œil humain. Parce que mine de rien, c'est le premier capteur, j'allais dire, créé. D'accord? Votre œil n'est autre qu'un capteur de lumière. Vous êtes d'accord? Donc, à partir de la perception de l'œil humain, on a pu étalonner
tous les appareils de mesure en photométrie. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est toute la gamme de lumière qu'on reçoit. Et bien sûr, visible en partie par l'œil humain. La courbe en cloche ici, que vous voyez, c'est la sensibilité de l'œil humain. Ça veut dire qu'on peut percevoir un peu d'ultraviolet, mais avec une sensibilité très faible. Quand est-ce qu'on a une bonne sensibilité? Quelle est la couleur à laquelle l'œil humain est plus sensible? D'après la courbe. Vert, oui, si je regarde bien, c'est ce qui correspond à une longueur d'onde d'à peu près 560-570 nanomètres. D'accord? Donc, la sensibilité maximale de l'œil humain, elle est pour cette longueur d'onde. Il perçoit les autres longueurs d'onde, mais avec des sensibilités inférieures. Alors, vous allez me dire, Madame Choufou, l'infrarouge, ici, où là, je peux voir d'ultraviolet. Je vous dirais que non. Pourquoi? Parce que quand on a une courbe de ce type-là, il a été décidé, et suite à des expériences, donc c'est une formule empirique, qui vous dit que en dessous de 50%, d'accord, on ne peut pas considérer que le capteur est à 100% rentable. D'accord? Ça veut dire que l'œil humain, si je veux voir vraiment la vraie sensibilité d'un œil humain, les longueurs d'onde, je vais mettre un trait ici. Je fais la projection sur l'axe des longueurs d'onde. Et en fait, la gamme de visibilité de l'œil humain va du bleu jusqu'à l'orange. Voici la gamme de lumière que peut percevoir l'œil humain. D'accord? Sachez que dans ce cours, on va surtout se baser sur la lumière visible. Quand je parle de lumière visible, c'est-à-dire celle qui est visible par l'œil humain. On va parler également des ultraviolets et des infrarouges. Il faut savoir qu'il y en a d'autres, les micro-ondes et les ondes radio en allant vers les basses fréquences. Et les hautes fréquences, on peut aller vers les rayons X et les rayons gamma et ainsi de suite. Ceux-là ne font pas partie de votre programme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se baser sur la lumière visible, l'infrarouge et les ultraviolets. Alors, comment différencier l'ultraviolet des infrarouges? L'exemple que j'ai toujours donné aux étudiants, par exemple, quand vous êtes plutôt entre les trois gammes, parce que les trois, d'où vient l'ultraviolet, la lumière visible et l'infrarouge, en fait? D'où est-ce qu'on les reçoit? La lumière du soleil. C'est la lumière du soleil. Donc, c'est le premier émetteur, si vous voulez. Un émetteur de lumière, vous avez le soleil ou n'importe quelle autre étoile. D'accord? Maintenant, comment je peux différencier? En fait, on perçoit, mais de façon différente, les trois gammes. La lumière visible, elle, je la vois. Un prisme me suffit pour voir toutes ces couleurs-là. L'infrarouge ou l'ultraviolet, je les perçois, mais en sensation. Donc, je m'explique. L'ultraviolet, oui. Bien sûr, si. On va voir les semi-conducteurs qu'on est en train de traiter, l'autre module. Il y en a certains. On verra une fois qu'on a réalisé la jonction PM, d'ailleurs on va en parler aujourd'hui, on va voir que c'est le gap qui va vous décider, de... Bon, tout simplement, regardez. Vous avez ici une longueur d'onde, par exemple, de 1400. Cette longueur d'onde, elle doit être absorbée par le gap du semi-conducteur pour qu'il vous réponde. Si elle n'est pas absorbée, il ne répondra pas en infrarouge. Donc, c'est à vous de créer un gap flash jonction, d'accord, de sorte à ce que votre capteur soit sensible à cette longueur d'onde. Mais on le verra plus tard. C'est pas le sujet tout de suite. Mais elle est intéressante, votre question. Regardez là, les capteurs.
Maintenant, pour la perception des trois phases, des trois types de longueur d'onde, les ultraviolets, je disais, c'est ce qui vous fait bronzer, d'accord? Quand vous êtes au soleil, vous avez cette sensation de chaleur, d'accord? La sensation de chaleur que vous avez, c'est l'infrarouge qui est en train de la provoquer. C'est l'infrarouge qui vous donne cette sensation de chaleur. Ce qui vous fait bronzer, c'est les ultraviolets qui fâchent. Tout simplement, les ultraviolets, certes, ils ont une faible longueur d'onde, mais en termes d'énergie, c'est très grand. L'énergie de la lumière, elle est égale à quoi? E est égal à quoi? Hein? L'énergie en fonction de lambda. Oh, à ce point? Ça. Est-ce que cette formule vous dit quelque chose? Vous êtes là ou Les pas? constantes de Planck, non? Lambda sur C, non. Là. Constante de Planck. Lambda sur C. Bon, celui qui me disait la constante de Planck, oui, c'est H nu. Et l'autre, qu'est-ce qu'il me disait? La vitesse. Lambda C'est sur la C. vitesse. Lambda sur C, avec ça. C'est qui, je connais Maya? Mine. Bougris. Boukris, oui. Alors, c'est H lambda sur C. D'accord? Non, c'est C sur, HC sur lambda. C'est l'inverse, là. Lambda sur C, oui, madame. Non. H nu, c'est C sur lambda. Madame, normalement, HC sur lambda. Voilà. Parce que qui قالها لي تلفها لي. Merci. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est comme ça. Hein. Non, elle est comme ça, elle est comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez, il y a un rapport entre l'énergie de votre rayonnement. Parce que la lumière, j'ai oublié de vous le rappeler, ce n'est autre qu'une onde électromagnétique. Hein. Pour ceux qui ont un mauvais souvenir avec Maxwell, elle est régie, la lumière, par les équations de Maxwell. Donc, ce n'est autre qu'une onde électromagnétique. Donc, vous voyez que l'énergie, elle va augmenter de façon où elle est inversement proportionnelle à lambda. Pourquoi je vous ai montré cette formule? Non? Voilà. Donc, plus lambda diminue, plus l'énergie augmente. Et comment est-ce que l'être humain bronze? L'énergie des ultraviolets, surtout les UVA et les UVB, c'est ceux qui sont les plus connus, traités. Donc, leur énergie est tellement grande, d'accord? Elle est tellement grande qu'elle va pénétrer la peau et elle va aller dans le derme pour chercher, si je ne me trompe pas, une hormone dite, je ne sais pas si c'est une hormone, mais enfin, une mini-cellule qui s'appelle la mélatonine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est mélatonine, madame. Voilà. J'ai pas fait de sciences, j'ai fait l'école technique, donc les sciences, je suis bien. Donc la mélatonine, c'est elle qui est responsable de la coloration de la peau. Donc si vous voulez, on sent ces ultraviolets, mais on ne perçoit pas avec l'œil. Mélanine. La mélanine, ah oui. Donc, Mélatonine, t'as le sommeil. t'as le sommeil, oui. Bon, je vous ai dit, moi les sciences, ça fait 2. Hein. J'ai pas fait de sciences du tout au lycée, donc j'ai vraiment un manque à récupérer, peut-être à la retraite. Merci. Donc c'est la mélanine, effectivement, c'est la mélanine, d'accord. Donc voilà. Donc l'énergie est tellement importante parce qu'on est en basse fréquence, oui, si vous voulez, pas basse fréquence, basse longueur d'onde. Elle est dans le nanomètre. Par contre,
Si je passe à l'infrarouge, son énergie est très faible. Tout ce qui peut vous provoquer, c'est cette sensation de chaleur. D'accord? Souvent, on croit qu'on a la peau brûlée à cause des infrarouges, des UV. En fait, la coloration, c'est les UV, mais la sensation de chaleur, c'est l'infrarouge. OK? Et retenez surtout que l'énergie baisse plus la longueur d'onde augmente. J'espère que j'ai pu faire passer le message voulu. Voilà, en gros. Maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif des unités photométriques dont je vous ai parlé. Je vous ai dit qu'on va avoir à traiter des unités différentes de celles qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais elles sont cousines, si vous voulez. D'accord? Vous pouvez aussi bien passer de l'un à l'autre avec juste un rapport de... On verra tout à l'heure. Bon, j'ai trouvé ce schéma que j'ai trouvé assez intéressant. Et vous pouvez vous rappeler donc de toutes les unités rien qu'avec ce petit dessin. Donc vous avez une source de lumière. En supposant qu'elle émet de façon uniforme dans toutes les directions, d'accord? Si elle traverse une ouverture, on parlera d'un angle solide. Vous allez me dire, c'est quoi cet angle solide? D'habitude, nous, on parle d'un angle entre deux plans. D'accord? Le plan, par exemple, Y et X. C'est l'angle alpha à 2 dimensions. Maintenant, si je passe à 3 dimensions, cet angle-là, donc effectivement, donc X, Y, Z par exemple. Bon, je l'ai fait à l'envers, mais bon. Vous allez avoir un angle qui est dans l'espace. Est-ce que vous pouvez l'imaginer ou pas? L'angle dans l'espace, c'est ça. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la forme que... C'est un cône. Un cône, madame, oui. Voilà, c'est comme un tourné de crème. Alors, vous pouvez par exemple, quand vous utilisez une lampe torche, ok, elle est dans votre main. Si vous fixez votre lampe torche sur un mur, est-ce que la trace de la lumière est la même que sur la lampe torche? Non, non. Non. Elle est plus large. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Si je peux déduire un truc, c'est que la lumière, elle se disperse du point A, un point A. J'ai le mur ici, B. En supposant ici que c'est ma source, d'accord? Voilà, voici la largeur de ma source. Quand vous allez la pointer sur le mur, vous voyez très bien que la trace, elle serait circulaire. C'est une autre preuve que votre lumière, déjà, elle est dispersive. Madame, sur le faisceau de lumière, madame. Voilà. Et le faisceau de lumière, il utilise ce qu'on appelle un angle solide. C'est pas un angle, quand vous avez l'habitude d'utiliser en mathématiques et autres, dans 2 dimensions. Là, c'est un angle qui est dans 3 dimensions et c'est sous la forme d'un cône. Et on le note oméga. On appelle angle solide. D'accord? On passe, donc, vous voyez très bien ici, c'est pour ça qu'on a utilisé cette ouverture. La lumière, ici les rayons, vont passer donc à travers un angle solide. L'unité est le stéradian. On fera quelques définitions la prochaine fois sur le tableau. J'essaierai de vous expliquer mieux. Là, je vais essayer juste de vous donner quelques notions. Alors, on parle d'intensité lumineuse comme on parlerait de l'intensité d'un champ électrique. Pareil, un rayonnement
d'accord, qui va tomber sur une surface quelconque, ce rayon, on le note intensité lumineuse, qui est noté candela. D'ailleurs, c'est le premier paramètre qui a été défini par les scientifiques en se basant sur la lueur d'une bougie. C'est pour ça qu'on l'a appelé candela. Et tout le flux qui a traversé cette ouverture, donc le flux ou l'intensité qui traverse un angle solide, c'est le champ, l'équivalent du champ électrique. Et on l'appelle le flux lumineux. Et l'unité, c'est le lumen. C'est clair? L'éclairement dont on a parlé dès le départ, donc l'unité est le lux, c'est la quantité de lumière qui est reçue par une surface. D'ailleurs, on dit, je vais éclairer la pièce. Pourquoi? Parce que j'allume une lampe et l'intensité de cette lampe va tomber sur toutes les surfaces de la pièce. C'est pour ça qu'on dit qu'on éclaire une pièce. Est-ce que c'est clair? La luminance, c'est des candélas par mètre carré. En fait, ce n'est que le fait de renvoyer la lumière. Je crois que vous avez vu ça au CM, au primaire, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai enseigné à des enfants. C'est la source secondaire. Est-ce que vous vous en souvenez? On disait que, par exemple, le soleil est une source primaire, c'est le cas de cette lampe-là, et que la Lune était une source secondaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la source d'origine, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, si vous voulez, la Terre, elle reçoit un éclairement, parce que c'est le soleil qui lui envoie, mais par contre, la Lune, elle, ce qu'elle nous renvoie, c'est pas, elle n'éclaire pas, contrairement au terme qu'on utilise. On dit que la Lune éclaire aujourd'hui, enfin cette soirée, mais en fait, elle élimine parce qu'elle envoie une luminescence. Quand on parle d'un éclairement d'une source secondaire, on dit luminance et non pas éclairement. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ici, ou est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Madame, pour l'éclairement, on peut dire que c'est le lumen par mètre carré. C'est plutôt des candélas par mètre carré. C'est des intensités. On verra, il y a quelques calculs qu'on va voir ensemble. D'accord? D'accord. Ouais, on verra, c'est des intensités par mètre carré. Et c'est des watts. Ah oui, watts, oui, c'est des watts par mètre carré. Donc effectivement, c'est un flux. C'est un flux. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le programme, donc on revoit les formules en gros la prochaine fois. Là, je vais vous donner un petit moment de répit parce que je crois qu'on va se retrouver dans un moment pour le cours de semi-conducteur. Vous êtes d'accord?